Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Dimanche politique sur ESAE TV, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité de ce dimanche. Ce dimanche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un représentant du peuple au Parlement béninois. Il a pour nom Valère Tchobo, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est député sur la liste Union progressiste. Au sein du Parlement béninois, il est élu de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Savalou, d'Assa et de Bonté. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons des enjeux techniques et politiques de la disponibilité de la liste électorale informatisée d'ici fin 2022. Nous parlerons des enjeux de la campagne de vaccination accélérée. Nous parlerons des des ministres au Parlement pour le budget de l'État exercice 2022. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous aborderons un peu les impacts des microcrédits à la FIA dans le département des Collines. Bonjour à vous, honorable Valère Tchobo. Bonjour, chers collègues, chers amis, chers frères. Merci d'être tous les jours dans nos plateaux. Merci de nous honorer de votre présence. Ouais. C'est un plaisir. Alors, vous êtes parlementaire, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes au cœur de la politique qui régente la vie au Bénin. Dites-nous, quels sont les enjeux déjà politiques en tant que politicien de la disponibilité de la liste électorale informatisée? Oui, d'entrée de jeu, je dois vous remercier et pour le travail de distillation de messages qui nous permet de faire un peu de réduction de comptes en tant que parlementaire et remercier autour de vous. Tout à fait, l'équipe technique, la régie. L'équipe technique, la régie et tout. Et pour revenir à votre question par rapport à l'enjeu de la liste informatisée, je crois que c'est un secret de polichinelle de savoir qu'aujourd'hui, plus de Sénat, plus de COS-LEPI, et actuellement, nous avons l'ANIP qui prend un peu le relais et qui travaille, puisque nous sommes à l'ère du numérique. Et vous êtes sans savoir que le numérique en Afrique, c'est le Bénin qui tient le chapeau. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui coordonne. Sinon, le premier, la présidente qui a la présidence en numérique au sein de l'Afrique. Donc, pour nous, cette liste informatisée doit être numérisée. Et c'est pour ça que ce travail a été confié aux techniciens. Et vous savez de quoi on parle quand on parle de l'ANIP. Donc, c'est un peu pour dire qu'ils ont eu un deadline. Ils ont eu un deadline et en fin 2022, le travail doit finir. Il doit finir pour le mettre au niveau du public, pas seulement au niveau des gouvernants, mais au niveau du public, ce qui a été fait pour que déjà en janvier 2023,
que nous puissions aller aux élections avec cette liste électorale informatisée, numérisée. Alors, nous irons aux élections législatives de 2023, courant mars-avril 2023, avec la dite liste. Mais depuis que le gouvernement a actionné les leviers à travers le Conseil des ministres du 24 novembre dernier, on a eu une avalanche de réactions, tant de le rang de la mouvance que de le rang de l'opposition. L'opposition estime qu'il est d'une nécessité impérieuse qu'elle soit impliquée pour l'élaboration d'une liste consensuelle. Oui, mais pour ma part, à ce que je sache, on n'a jamais écarté l'opposition à cette liste électorale, à moins qu'il y ait une mauvaise volonté. Sinon, manque de volonté, je veux dire, pour être un peu plus sage, manque de volonté de la part de l'opposition. Sinon, personne n'a fermé la porte à une frange de la population, puisque ça, il ne s'agit même pas de la mouvance ni de l'opposition. Ça, c'est purement technique. La liste électorale est purement technique. Et les techniciens sont à pied d'œuvre. Et donc, toutes les populations, tous citoyens qui, à l'âge de voter, qui doit normalement avoir une carte pour aller accomplir son devoir civique et citoyen, doit le faire en toute tranquillité et en toute sérénité. Donc, pour ma part, les tests sont là. La loi est votée. Et lui n'est censé ignorer la loi, dit-on. Donc, je ne vois pas quelle discrimination on peut... Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Vous, c'est non. Purement technique. Oui, la c'est NIP technique. va s'en charger. Absolument. Mais on sait qu'en Afrique, en général, la plupart des conflits résultent de l'élaboration, de la fiabilité, j'allais dire, de la liste électorale. Alors, cette personne estime que, vu que la NIP a comme premier responsable un nommé du régime en place, et que les élections législatives mettront au banc des accusés les poulets du régime et ceux de l'opposition, quelle garantie l'opposition pourrait avoir de dire que cette liste sera véritablement une liste fiable, qui leur permettrait à eux également, ceux de l'opposition, d'avoir accès en toute équitabilité et impartialité? Pour ma part, c'est-à-dire qu'il faut appeler chat. Oui. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'opposition. Et ça, c'est clair. Il a son rôle à jouer pleinement pour que, au niveau de l'opposition, que ces guéguerres, ces polémiques à ne jamais en finir connaissent son épilogue. Parce qu'on ne peut pas extrapoler puisqu'il a été nommé chef de l'opposition selon les règles de l'art. On ne peut pas le laisser maintenant et aller voir d'autres personnes pour parler de l'opposition. Donc l'opposition a devant lui, et je dis oui, devant lui, sinon à sa charge, quelqu'un qui gère, qui est le chef de l'opposition et qui gère l'opposition. Donc pour moi, c'est de demander à l'opposition d'avoir un peu d'humilité et de savoir que c'est celui-là avec qui il faut coopérer. Oui, là vous parlez du chef de file de l'opposition, oui. Paul Rompin. Absolument. Lui-même, il a effectué une déclaration dans laquelle il dit, je cite, qu'il faut que la liste soit consensuelle. Alors, vous en tant que parlementaire, par quel procédé la dite liste sera consensuelle? Non, on ne dira pas seulement. Il faut poser les pas, il faut poser les actes, il faut aller vers les tests et faire respecter les tests. Et le jeu est joué parce qu'il y a pas de roue à inventer dans ce domaine-là. Parce que c'est très sensible. C'est très sensible et c'est tellement pertinent que on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller créer ou bien inventer une roue ou vouloir faire quelque chose de spécial pour l'opposition à part. Parce que le test doit être respecté de la mouvance et de l'opposition. Et donc, tout le peuple doit respecter les tests en la matière pour qu'il n'y ait pas assez de polémiques autour. Donc moi je pense que l'opposition doit se rapprocher et faire ce que la mouvance fait et faire ce que toutes les populations font. Alors, que pensez-vous de l'opposition au président Patrice Talon? Une petite digression positive. Bon, pour moi je pense que cette opposition a besoin un peu plus de responsabilité. Un peu plus de sérénité. Je n'en dirai pas plus. Un peu plus de responsabilité, un peu plus de sérénité. Un peu plus de responsabilité, plus de sérénité. En d'autres termes, dans son rang. Puisque en leur sein, vous-même vous savez que ce n'est pas encore l'équilibre qu'il faut, la sérénité qu'il faut. Et quand la sérénité, l'équilibre disait le forum, vous voyez que ça tangue, ça dandine. Et c'est de ça qu'il est question maintenant. Il faudrait qu'ils se retrouvent, il faudrait qu'ils s'organisent davantage, s'organisent mieux. Et pour savoir que
chaque chose a son temps dans la vie, chaque chose a son contexte, et que les jours à venir, les semaines à venir, les années à venir, ils doivent se retrouver pour que la vie continue. Surtout que la vie continue. Ouais. Alors, lorsque nous parlons de la liste électorale informatisée, cette liste, elle a quand même un facteur déterminant Absolument. dans le processus des élections législatives de 2023. Absolument. Lequel processus est quand même déterminant pour l'élection présidentielle 2026, puisque Absolument. cette élection nous fournira les parrains qui vont s'ajouter aux maires pour les parrainages de 2026. Ouais. L'enjeu est de taille et de grande norme. Ouais. Quelles seront les dispositions qui seront prises par le gouvernement et également par vous, acteurs politiques soutien du régime en place, pour que 2023 ne soit pas également un carrefour de tensions politiques? Oui, nous, on a toujours joué notre partition et nous le jouerons, même le chef de l'État le premier. Le premier a compris qu'il faut jouer le rôle d'apaisement, le rôle de l'équilibre et tout ça pour que ce qui était arrivé n'arrive plus. Vous voyez, il n'y a pas un chef d'État qui voudra le contraire pour son pays. Que la paix, le calme, comme on le dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est les attitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, les bras ouverts, les mains tendues du chef de l'État, Oui. par rapport, même je n'en veux pour preuve que la rencontre avec le président Yahi Boni, et ça en dit long, ça dit beaucoup de choses. Vous comprenez, pour que la tension soit baissée et que le pays se retrouve pour que les choses aillent mieux. Justement, lorsque vous parlez de tension et Ouais. votre rencontre avec Boniaï récemment, Ouais. c'est toujours une déclaration positive Ouais. par rapport à cette liste électorale. Ouais, Il y a des cette citoyens, déclaration importante quand même. il y a ouais. des citoyens qui estiment qu'il est d'une nécessité Ouais. pour le président Sébastien Djamil-Javon, le président du partenariat, de faire allégeance à la République et de discuter avec Patrice Talon. Ouais. Vous, en tant qu'acteur politique, surtout dans Patrice Talon, en tant qu'acteur politique depuis des temps au Bénin, est-ce que vous pensez que ce rapprochement Patrice Talon, Sébastien Djamil-Javon est important, impérieux pour la stabilité et le développement du pays? Vous savez, c'est Dieu, pour moi, qui est l'auteur de tout. Tout a été créé par lui et tout finira par lui. Et les circonstances, les temps, tout ça là, sont entre ses mains. Vous voyez, mais nous sommes en politique. Et vous parlez des acteurs politiques aujourd'hui qui se retrouvent en l'opposition contre Talon et tout, mais rien n'est joué. Et pour moi, pour ma part, c'est utile parce qu'il s'agit de la paix. Vous me comprenez? Toutefois, autant que fait se peut, qu'un acteur politique, sinon des acteurs politiques se retrouvent, des acteurs politiques de ce niveau, à ce rang-là, se retrouvent pour ramener la paix et faire baisser la tension politique dans un pays. En tout cas, moi, Tchobo, je suis toujours d'avis. Je suis inscrit toujours dans cette ligne-là. Donc, c'est pour vous dire que Adjavon est un acteur politique avéré. C'est un fils du pays. Il est béninois. Et tout le monde sait que son consensus, je vais dire, le consensus qui va découler entre lui et le président Talon, c'est un peu comme le consensus qui découle entre Yahi Boni et Talon. Et si Yahi Boni et Talon, aujourd'hui, se sont rencontrés, la rencontre a eu lieu. Moi, je crois. Une rencontre en laquelle beaucoup de gens ne croyaient plus. Ça a eu lieu. Donc, je peux aussi croire à la rencontre à Djavon et Patrice Talon. Parce que rien n'est impossible sur ce ciel-là, dans ce monde-là. Il n'y a rien qui soit impossible. Et c'est d'ailleurs dans cette ligne qu'il faut s'inscrire. Il faut comprendre que nous sommes de passage sur cette terre. Et tout ce que nous faisons, nous n'allons pas prendre la politique pour nous s'auto-détruire, nous détruire nos progénitures et faire de manière à ce que la paix ne réside pas. Il faudrait que... Parce que vous comprenez que même dans le foyer, entre mari et femme, il y a toujours des problèmes. Mais on fait tout pour que la paix revienne. Et pourquoi des hommes de ce niveau-là ne vont pas se retrouver un jour? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, je suis d'avis. C'est un souhait. Et si nous, on doit faire quelque chose pour que cela arrive, nous le ferons. Vous le ferez. Oui. Alors, vous le ferez justement, puisque nous allons un peu traîner dans cette digression. Ouais. On vous connaît un peu proche de l'ancien ministre Valentin Agossou Djelantin, qui depuis des années suivi dans l'Hexagone
au nom d'un exil politique. Est-ce que vous échangez avec Valentin Agosou-Dianontin? Pour vous, sa situation, quelle description, j'y arrive en fait, vous en faites? Oui, je n'ai pas trop voulu. Sinon, je ne voudrais pas trop. C'est vrai que ce n'était pas une question prévue. Voilà, c'est vrai. Je ne voudrais pas trop en parler. Mais c'est pour te dire qu'on n'est jamais des ennemis et on ne sera jamais des ennemis. Mais à un moment donné, c'est que notre chemin ne s'est plus croisé sur le plan politique. Mais ce n'est pas pour autant que nos familles ont des problèmes, et que nous avons des problèmes, et que nous aurons des problèmes. Non. Le temps, il faut toujours parfois laisser le temps au temps. C'est comme je viens de vous dire. Rien dans ce ciel-là n'est impossible. C'est pourquoi on ne jure pas. Nous, c'est même contre la nature humaine. La nature humaine ne doit jamais jurer. Et encore moins en politique. Jurer pour dire on ne va plus jamais se voir, on ne fera jamais ci, on fera ça, il ne faut pas le faire. La preuve est qu'aujourd'hui, Yaïboni et Talon se sont retrouvés et notre souhait, c'est que cette retrouvaille-là dure longtemps, jusqu'à l'éternité. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'ils sont des vecteurs, ils sont des leaders d'opinion, des vecteurs d'information, et nous savons tout ce qu'ils représentent pour cette nation-là. Et donc, leur retrouvaille, leur rencontre, ce que ça fait aujourd'hui pour la nation, nous le savons. N'en déplaise aux détracteurs, à ceux qui sont nés pour le malheur, les oiseaux de mauvais augure, ça c'est leur vie, c'est leur problème, ça c'est leur problème. Mais nous savons que c'est utile. Ces rencontres-là sont utiles pour la nation. Donc, pour mon frère, par rapport à la question de frère Agosou Valentin, on ne sera jamais des ennemis. Tout ce qu'on pourra faire en son temps pour que les familles et les points de vue redeviennent les mêmes, pour que nous avançons ensemble, nous n'allons pas hésiter à le faire, mon frère. Vous n'avez pas hésité? Non, pas du tout. Vous n'avez pas hésité, donc pas du tout. On n'est pas des ennemis. Que son fils soit récemment absolument de la détention. Absolument. Très heureux d'ailleurs. Très heureux. Très heureux par rapport à la sortie du fils. Parce que quand le jour où j'ai appris ça honnêtement, je ne vais pas vous mentir. À qui doit entendre, je l'ai dit. Les oreilles qui doivent entendre, j'ai parlé dans ces oreilles. J'ai été choqué. Mon âme a saigné, mon cœur a saigné par rapport à son fils. Ça, je vous le dis honnêtement. Donc aujourd'hui, s'il est libéré, je t'assure que je suis heureux. On vous connaît très, très sincère et absolument, parce que c'est l'un des fils les plus méritants et intelligents et qui doivent perpétuer ce qu'il lui a fait dans la vie. Donc pour moi, je ne peux pas lui souhaiter un malheur et lui vouloir qu'il tombe dans des histoires comme ça. Des histoires pareilles. Ouais. Alors cette liste électorale, pour revenir à nos moutons, cette liste électorale qui fait l'objet de l'actualité aujourd'hui, elle nécessite l'implication de tous ceux-là aujourd'hui, c'est-à-dire Sébastien Germain-Ajavon, Komi Kouché, Valentin Dianontin, Léon Sougbadi et bien d'autres qui se retrouvent aujourd'hui sous la coupole de soi-disant exilés politiques. Alors, comment faire pour que tout cela soit impliqué, pour que le processus soit inclusif, afin qu'au soir de 2022, lorsqu'on va déposer cette liste électorale, qu'on ne puisse pas avoir des contestations sur la fiabilité de la liste? Non, moi je crois que le problème ne se pose pas, puisqu'ils sont des Béninois. Si, comme je vous le dis, c'est vrai, je suis député à l'Assemblée, c'est vrai, je suis légaliste. Au même moment, je ne vais pas vouloir outrepasser les tests de la République, les lois de la République. Mon seul problème, le seul souci, c'est que tout ce qui est citoyen de cette nation-là, qui respecte la loi, qu'il rentre dans la loi, dans l'esprit de la loi, et que nous puissions faire avancer les choses. Je ne pense pas que le président de la République aujourd'hui ait le souhait, le souci ou la volonté d'écarter une certaine frange de la... Non, pas du tout. Vous le savez vous-même. Et ils le savent. Pour certaines personnes, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que nous sommes en politique, nous voulons le pouvoir, nous voulons arracher le pouvoir, mais celui à qui Dieu a donné le pouvoir et qui doit savoir exercer le pouvoir aussi, ne va pas se laisser faire. Vous voyez, en réalité, c'est tout le nœud, c'est le hic qu'il y a. Vous voulez arracher le pouvoir. Quelqu'un a eu un appel de Dieu pour gérer le pouvoir. Bon, donc, si c'est vraiment de bonne guerre, nous, on va souhaiter que nous sommes dans un contexte. Et ce contexte d'élection, il faut respecter les tests, il faut respecter la loi, et puis ça est. Sinon, on va déséquilibrer les choses
Et n'importe qui vient fera ce qu'il veut. Et ça ne marchera pas pour la République. Ça ne marchera pas pour la République. Non, pas du tout. L'espérance, c'est que la liste électorale informatisée soit fiable. Soit fiable et consensuelle, il n'y a aucun problème. En tant que parlementaire, vous prenez l'engagement de contribuer. C'est notre contribution, c'est de tous les jours d'ailleurs. On ne fera pas le contraire. Vous n'allez pas faire le contraire. Ouais. Alors, le sujet qui vous a conduit dans nos studios ce matin, c'est la campagne de vaccination accélérée qui a été lancée par le gouvernement en vue de permettre d'obtenir une meilleure couverture vaccinale au Bénin. Vous êtes un élu du peuple, vous avez une circonscription électorale, vous avez des militants. Quelle est votre contribution à cette campagne-là? Puisqu'on a vu beaucoup de maires quand même afficher une volonté déterminée à contribuer à cette campagne de façon efficace et efficiente. Et ça, j'avoue, il faut être honnête. Et je peux dire qu'en tant qu'élu parlementaire, pas moi seul, je ne vois pas les parlementaires encore jouer leur rôle dans ce sens-là, dans ce contexte de vaccination. Et c'est ce que nous devons très rapidement prendre les taureaux par les cornes pour jouer notre partition. Ce qui est important, parce que vous savez, le député, c'est le premier leader politique de sa région, de son fief électoral, vous le savez. Et donc, déjà, on a un peu mal coché les choses, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà vaccinés. Et en temps normal, avant que nous fassions ce vaccin-là, ça devait être sûr par tous nos militants. Ils devaient le constater et ça devait les rassurer. Ce qui n'avait pas été fait. Maintenant, nous devons chercher voir comment changer de fusil d'épaule pour pouvoir impacter ces militants-là en matière de vaccination, ce qui est utile et capital. Vous savez, aujourd'hui, sans la vaccination, c'est clair qu'on a des problèmes. Il n'y a pas d'autre alchimie, il n'y a pas d'autre magie à faire pour s'en sortir, pour sortir de ce carcan-là. Il n'y a pas d'autre magie à faire, c'est que la vaccination. Donc si nous aimons nos populations, si nous aimons nos militants, nous devons nous battre et faire de manière à ce qu'ils aillent à cette vaccination pour avoir la vie sauve. Ça, je vous le dis. Et nous devons le faire. Et c'est le temps, c'est le moment. Donc cette vaccination, cette démarche accélérée là, nous devons rentrer en tant que parlementaires dedans et aider nos populations à comprendre que c'est le seul fusil d'épaule qu'il faut tenir pour avoir la vie sauve. Ouais. Alors vous, en tant qu'élu dans la 9e, quel serait votre procédé pour quand même mobiliser davantage de citoyens, de parents, j'allais dire en d'autres termes, pour la vaccination? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont distillées dans l'opinion afin de démobiliser les uns les autres pour la vaccination. Oui, je ne vois pas autre outil que la sensibilisation. Maintenant, la forme de sensibilisation, c'est seulement ça qu'il faut déterminer. Si c'est un groupe, si ce n'est pas arrondissement, si ce n'est pas village. Et voilà, donc on a ce travail à faire. D'amour en amour, de village en village, d'arrondissement en arrondissement. Et si on prend une autre formule, c'est comment faire quand même pour que nos populations soient sensibilisées, informées, savoir qu'il n'y a pas un danger, parce que tout ce qui se fait sur les réseaux, tout ce qui se dit, il y a trop de n'importe quoi en réalité. Rien n'est sincère, rien n'est sérieux dans ce qu'on dit. C'est vrai que s'il y a une méthode pour rassurer plus les populations à aller vers la vaccination, nous leur dirons, parce qu'il n'y a pas autre chose que rien que d'aller faire quelques analyses et s'assurer qu'on n'est pas malade, on n'est pas diabétique, on n'a pas le cancer, on n'a pas ça, et on y va vers la vaccination. Si nous on a fait et on est devant vous aujourd'hui, on a fait les 2 doses, on est devant vous sans aucun danger. Moi, je n'ai même pris aucune précaution à aller faire cette vaccination. Ça, je vous le dis honnêtement. Mais en tant que croyant, puisque vous êtes quand même comme un homme très croyant, fervent, attaché à la Bible, quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à la vaccination? Parce qu'il y a également des croyants dans le pays qui estiment qu'il faut balayer du revers de la main la vaccination. Quelles sont vos motivations vers la vaccination et quels sont les facteurs, selon vous, exogènes et endogènes, qui doivent concourir à l'appel des uns des autres à la vaccination? Je ne vais pas vouloir qu'on mêle la foi à la vaccination, à des actes salutaires de ce niveau-là. Oui, mais il y a des religieux qui démobilisent. Oui, mais ils sont en erreur, ils ne comprennent pas grand-chose. Vous avez bien dit des religieux. Ils ont leur doctrine. Quand pas des religieux, chacun a sa doctrine qui développe comme il veut. Mais Dieu n'est pas dans ça. En réalité, Dieu n'est jamais dans des histoires comme ça. Ce qui est certain, la foi a des niveaux, la foi a des étapes.
Vous voyez, la foi de l'honorable Tchobor, ce n'est pas la foi de Kader, par exemple. Tout à fait. Vous voyez, donc si ce qui me motive par rapport à ma foi pour aller vers la vaccination, c'est ça, c'est par rapport à ça que je vais sensibiliser ou bien encourager quelqu'un à aller le faire, ça, j'aurais fauté. Hein, j'aurais fauté. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas à ce niveau. À tout chrétien qui a la foi doit déjà savoir que avec la prière, avec la conviction, avec la confiance que nous faisons à Dieu, nous pouvons poser certains actes sans danger. Mais il faut avoir une maturité de foi, justement. Et tout le monde n'est pas à ce degré de foi. Mais qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à la vaccination? Mais justement, ce qui me conduit, moi, personnellement, c'est d'abord ma maturité spirituelle. Ma croissance spirituelle dans la foi. C'est important en tout. Et je vais te faire même une anecdote parce que j'étais avec un collègue pour faire la vaccination. Il a réfléchi plusieurs fois pour lui, même parfois. Est-ce qu'on ne va même pas consulter avant d'aller faire la vaccination? Ça m'a tellement fait rire. Et moi, ma consultation, c'est ma confiance à Dieu. C'est juste ma prière. Seigneur, je vais faire un acte quand même qui fait un peu peur aujourd'hui, tout le monde. Mais je fais confiance en toi. Je te fais confiance et j'y vais. Mais là, tout le monde ne fera pas ça. Je ne vais pas encourager tout le monde à le faire parce que tout le monde n'a pas le même degré de foi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, l'histoire de foi est une affaire très sensible où il faut faire très attention. C'est pour ça que dans certaines œuvres, dans certains actes, je n'aime pas qu'on mêle la foi à tout. Voilà, donc c'est donc, pour... dans les jours à venir, on va vous attendre dans la 9e pour que vous sensibilisez la population pour cela. Absolument, et je vais même convier les frères, les collègues à ce que nous fassions, que ça soit un truc d'ensemble, pour que tout le peuple, tout le pays prenne. Que le pays prenne afin que nos populations soient préservées de ce fléau-là, de cette bestiole qui continue de décimer le monde. En réalité, c'est ça. Tu sais, vous savez, j'étais en Europe tout dernièrement, j'étais en voyage, et ce que j'ai vu, mon frère Kader, heureusement qu'il y a cette vaccination. Ce que mes yeux ont vu, s'il n'y avait pas cette vaccination, alors nous sommes en train de parler, je crois que la moitié de la population au niveau mondial serait déjà sous terre. Ça, je vous dis la vérité, sans cette vaccination-là. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie, comme je le dis, il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre magie que cette vaccination. La seule solution pour être préservé, c'est encore cette vaccination. Donc, si les gens pensent qu'il y a des précautions à prendre pour aller le faire, on va faire prendre les précautions, on ira le faire. Et nous allons sensibiliser nos populations et à aller vers cette vaccination. C'est le seul chemin, la seule porte de sortie. La seule porte de sortie. Alors, nous restons avec vos populations, nous restons dans la 9e circonscription électorale. Nous allons aborder un autre sujet, ce sont les microcrédits à la FIA. Quel a été leur impact dans le département des collines? On a eu le conseil des ministres qui a fait quand même un bilan, on a vu des bilans sur le plan annuel, mais au niveau des collines, dans les communes... Je vais vous dire que les collines ont été impactées, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Évidemment, c'est que quand il reste des choses à faire, c'est comme si rien n'est fait. Mais nous pouvons et nous devons déjà encourager le gouvernement, remercier le gouvernement, et surtout à sa tête, Madame la ministre, Toyin Fodé, qui fait un bon travail. Mais il reste à faire. Il reste vraiment à faire, surtout dans les collines. Vous savez que les collines, c'est un département assez dense, assez critique et assez important. Vous voyez, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je peux te dire que le gouvernement a injecté 800 millions. 800 millions pour impacter les populations des collines. Et c'est Ouessé qui est en tête. La commune de Ouessé, suivie de Savalou, et de Savalou, et après Savalou, c'est Savé. Après Savé, c'est Glazoué. Après Glazoué, c'est Banté. Non, c'est plutôt Banté avant Glazoué. Après Savalou, c'est Banté. C'est Banté, Savé, Glazoué et Glazoué Dassa. Donc, en résumé, voilà. Ouessé en premier. Ouessé en premier. Savalou a suivi. Après Banté et Savé, et Glazoué Dassa. Ce qui fait 800 millions et qui ont été injectés pour impacter nos populations, ce qui est un peu insuffisant. Vous voyez, mais c'est déjà quelque chose qui est fait. C'est déjà quelque chose parce que nous ne sommes pas que les seuls départements du Bénin, vous savez. Mais tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait pour nous. Les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui espèrent ce microcrédit
Et je crois que d'ici à là, tel qu'on est en pour parler avec la ministre et tout pour que quelque chose soit fait très rapidement. Mais quelle a été la contribution de ces microcrédits à l'émancipation de ces femmes-là? Ça, c'est un secret de polichinelle. Sinon, ça ne serait pas injecté. Tous les jours que Dieu fait, les gens ont besoin seulement de 10 000. C'est ce que nous ne savons pas. À l'heure où je te parle, il y a encore des gens dans nos hameaux qui ont besoin de 10 000 francs, rien que 10 000 francs. Ne serait-ce que pour aller au champ et aller acheter quelques pieds de diam, aller revendre et pouvoir nourrir sa famille. Gagner le bénéfice. Donc, pour l'impact, ce n'est plus à démontrer. Donc, tous les jours que Dieu fait, et ce n'est pas de 10 000 qui est question. On est allé à 50, on est allé à 60 et à 100 000 francs pour d'autres. Donc, pour dire que c'est utile. C'est quand même utile et les gens demandent tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne cessons jamais de déranger la ministre en charge des affaires sociales et des microfinances pour que on puisse continuer d'aider nos sœurs à pouvoir sortir de cette précarité-là. Voilà. Alors, je m'en voudrais de conclure cette émission sans comme vous interroger sur une grande actualité. Depuis quelques jours, les ministres du gouvernement, les membres du gouvernement défilent au niveau de la commission budgétaire pour essayer d'exposer un peu le contenu de leur budget sectoriel, de leur département ministériel. En tant que parlementaire, est-ce que vous y prenez part? Est-ce que vous assistez à ces différentes séances d'explication du contenu de ces budgets? Dites-nous, quel est le bilan d'étape aujourd'hui? C'est un peu pour vous dire que c'est un peu constitutionnel, je vais dire. Ce passage des ministres et puis le règlement intérieur de l'Assemblée est clair dessus. Ça, c'est sans équivoque. On ne peut pas outrepasser ça, on ne peut pas l'éviter non plus. Donc ça se passe effectivement et très bientôt. Vous savez, je crois que c'est le 9. Le 9 prochain, nous irons voter le budget général de l'État. On est en train de tirer vers la fin du passage des ministres. Et j'y prends pas comme en tant que parlementaire, je ne peux pas dérober à cela, vous le savez. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout assister parce que cette année, c'est la manière dont c'est organisé. Vous ne pouvez pas être à la salle polyvalente, non, je dis à l'hémicycle et être à la NES. Parce que ça se passe des deux côtés. Les ministres passent parfois le matin et même le soir. Vous ne pouvez pas être partout. Mais ce qui est sûr, c'est que nous connaissons déjà le budget de chaque ministère. Et ce qui a été fait l'année passée, comment ça a été utilisé, le taux d'exécution, c'est des questions que nous posons et que nous savons et que nous prenons note et que nous voulons toujours savoir. Est-ce que ce qui a été donné, les moyens que nous avons donnés à ces ministères l'année passée, comment ils ont utilisé? Est-ce que c'est de manière efficiente que ça a été utilisé? Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte? Qu'est-ce qui a été laissé? Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pérenniser? Mais dans tout ça, je vais vous dire simplement que ce que j'ai retenu déjà dedans et qui fait que au niveau du ministère des Finances, qui est le ministère le plus transversal de tous ces ministères-là, c'est le budget programme qui est ressorti, que nous n'avions pas comme outil avant. Et quand on parle du budget programme, il faut savoir que c'est toute une organisation en chaîne. Toute une organisation en chaîne et qui touche des programmes triennales, des programmes quinquennales. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour cette année. Quand on parle du budget programme, c'est qu'il y a un suivi maintenant dans l'exécution de tout ce qu'on fait. Et dans tout ce qu'on fait, il y a un chapeau. Et on va vers le chapeau. Donc c'est bien organisé, c'est bien orchestré. Et cette fois-ci, c'est d'ailleurs ça que je salue par rapport au gouvernement et surtout par rapport au ministère des Finances. Donc c'est pour te dire que ça suit son cours et comme c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les ministres ne dérobent pas à ça et chaque ministre le fait si bien. Chaque ministre le fait si bien. Voilà. Donc vous avez quand même l'ossature des ambitions du gouvernement pour les populations l'année prochaine. Absolument. Et le 9, ça va être le budget général de l'État va être voté. Et nous suivons parfaitement et nous sommes en phase avec le gouvernement. Ce qui nous oppose parfois, ce qui n'est pas en lien avec ce qui est fait l'année passée, par exemple, les ministres prennent note avec, parce qu'ils viennent avec leur cadre, justement.
Ils viennent avec tous leurs cadres, ils prennent note et puis certaines questions sont faites et on nous renvoie pas écrit. C'est des choses qui sont bien consignées dans des documents, dans des manuels qu'on nous envoie. Et nous suivons pour le bonheur de nos populations. Bonheur de nos populations, c'est la fin de cette émission. Voilà. J'ai quand même une dernière question à vous poser, une question d'actualité. On a vu votre collègue député Sedami Ménégan Fagla qui a opiné sur la question, notamment au sujet de la qualité des services de communication. Certains citoyens estiment que les députés s'y mêlent pas trop. Vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous en pensez du coût d'Internet, du coût de communication au Bénin? Et est-ce que vous avez des ambitions de vouloir quand même contribuer à cette campagne qui est en vogue, celle qui vise un tant soit peu à inciter les réseaux de téléphonie mobile à revoir leurs coûts et également au gouvernement à avoir davantage un regard plus attentif? Oui, c'est une question très pertinente et qui me touche directement. Vous savez, je suis le président du réseau des TIC et du numérique au niveau du Parlement. Et donc, je suis toujours en contact avec la ministre du numérique, toujours en contact avec son TC, et pas plus qu'à ce matin avec l'informaticien du Parlement, M. Antonin, qui constitue le point focal de ce réseau et qui m'accompagne dans ce travail-là. Il n'y a pas ce jour, et d'ailleurs bientôt, nous sommes en train de préparer un courrier, et c'est de ça qu'on a parlé encore ce matin, préparer un courrier pour visiter, en tout cas le réseau que je dirige, pour visiter un peu les sites et les appareils numériques que le gouvernement est en train de mettre un peu aujourd'hui sur pied pour que la première place que nous occupons. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le Bénin qui a la présidence du numérique en Afrique. Et ça, c'est une fierté. C'est une fierté, le gouvernement en sa tête, le chef de l'État, le président Patrice Talon, fait de ça c'est-à-dire que son champ de bataille. Son champ de bataille. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que notre sœur Ménégan soit en train de porter cette loi. Tu vois, donc nous ne pouvons qu'accompagner. C'est pour vous dire que c'est notre domaine aussi. C'est parce que nous voyons tout l'effort du gouvernement à booster ce secteur-là, qui est un secteur phare, un secteur incontournable aujourd'hui. Vous n'avez pas de problème de connexion, de connectivité? Oui, on avait ce problème-là, mais aujourd'hui, le gouvernement y met beaucoup de moyens. La preuve est que la fibre optique, vous allez voir que le Bénin... Ça, c'est pas pour la SPIN, le réseau national. C'est lié, parce que quand vous parlez du numérique, vous parlez de la dématérialisation. C'est lié, tout ça c'est lié. Et rien ne peut fonctionner si... C'est en chaîne, en réalité. Si la fibre optique aujourd'hui, le gouvernement ne s'y met pas dedans, pour que ça fonctionne correctement, tout le reste ne fonctionnera pas. C'est lié, c'est pour ça, c'est transversal. C'est transversal, donc on n'a pas le choix que d'accompagner le gouvernement. Surtout dans la situation, nous sommes des parlementaires, vous voyez, nous devons accompagner à sensibiliser les populations sur tout ce qui est fait par rapport au niveau du gouvernement. Vous savez, le code numérique du Bénin, c'est ça que tous les pays d'Afrique aujourd'hui trichent. Le code numérique béninois, c'est un exemple, c'est une référence. Est-ce que c'est l'Afrique seulement? Je vais dire même le monde entier triche pour faire avancer les choses par rapport au numérique et en matière de digitalisation dans le monde entier. Donc c'est pour vous dire que c'est une bonne question. C'est un sujet phare que notre sœur Fagla et Ménégan est en train de toucher. Et donc nous n'avons qu'à l'accompagner. Dans cette optique. Et là, maintenant nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans pour que à partir de janvier 2022, vous nous sentirez le réseau du numérique et des TIC au niveau du Parlement, le Bénin sentira l'impact que ce réseau fait sur les populations béninoises. Sur les populations béninoises. Alors nous sommes à la fin de cet entretien. Vous connaissez bien le rituel. Vous allez regarder droit dans votre caméra et vous adresser à ces sympathisants et même militants qui ont pris du temps de la data mobile pour suivre cette émission. Vous allez les adresser en les convainquant que ce que vous avez dit ce dimanche matin sur Eusa TV, cela relève de votre intime conviction. Absolument. Et que cela relève également de votre soutien. Les raisons motivent, j'allais dire, le soutien au président Patrice Talon. Ouais. Oui, je profite déjà même de votre micro. Si je dois donner une conclusion, je n'en aurais jamais fini sans remercier le président Patrice Talon. Honnêtement, il y a des questions
qu'on n'a pas touché. Par exemple, et que moi, personnellement, je devais dire mon mot, que je n'ai pas eu la chance, l'opportunité de dire, par exemple, sur les œuvres d'art. Pour certains, c'est déjà du passé, mais non, parce que les Béninois oublient très vite. Les Béninois oublient très vite, et moi, personnellement, je veux encore dire ma gratitude en direction du président de la République, parce que si personne ne le faisait, on n'allait même pas poser la question à quiconque pour dire, mais vous voyez, quelque chose qui date des siècles. Et cet homme, un appelé de Dieu, c'est ça qui fait encore de lui, pour moi, tu vois, ça fait encore de lui un appelé de Dieu. C'est ce que je dis, on n'a pas besoin d'être pasteur, d'être évêque, d'être pape pour être un vrai appelé de Dieu. Ça fait de lui encore, pour moi, un vrai appelé de Dieu. Cette histoire des œuvres qui sont revenues, c'est une histoire historique et qu'on ne doit jamais oublier. Remercier Dieu au travers de cet homme qu'il a envoyé au Bénin pour rebâtir les murs tombés de ce pays. Vous voyez, un peu pour dire maintenant à tout le peuple béninois que nous avons tout intérêt à accompagner cet homme. Je le dis ouvertement. Oui. Et je suis convaincu aujourd'hui, encore plus convaincu, que ceux qui hier n'étaient pas convaincus sont en train d'être convaincus. Que effectivement, ce monsieur, cet homme, a été envoyé par Dieu pour faire quelque chose de sérieux pour cette nation. Et quelque chose de sérieux se fait. Donc pour dire à la jeunesse, pour finir, en parlant surtout à la jeunesse, qui aujourd'hui paie un peu de pédale, qui n'a pas d'espoir, que l'espoir est permis. L'espoir est encore permis pour cette nation et que nous devons tous nous donner la main, et députés, et maires, et tout ceci, accompagner un peu le gouvernement, et, en l'occurrence, son chef, le président Patrice Talon, pour le bonheur de cette population. Pour le bonheur de ces populations. Chers amis internautes, on retiendra en outre de cet entretien qu'à l'entame de son intervention au sujet des enjeux politiques et techniques de la disponibilité de la liste électorale informatisée d'ici fin 2022, notre invité a fait observer qu'il y aura plus de COS-LEPI, mais l'ANIP prendra le relais dès à présent. La liste électorale informatisée doit être numérisée, nous a-t-il précisé, fin 2022. Il a martelé que ce sera la fin des travaux. L'opposition n'a jamais été écartée, nous a-t-il martelé, au regard de son expérience politique, à moins que l'opposition a manqué de volonté, a-t-il précisé par la suite. La liste électorale informatisée est purement technique, nous a-t-il fait observer. Il a argumenté dans ce sens. Il nous a fait savoir que aujourd'hui, nous avons un chef de file de l'opposition et qu'il agit dans le sens. Il faut poser les actes et les pas du consensus, a-t-il lancé à l'endroit de l'opposition. On ne peut pas faire quelque chose de spécial pour l'opposition, a-t-il fait observer. Cette opposition, pour lui, a besoin d'un peu plus de responsabilité et de sérénité. Il faut qu'il s'organise mieux que par le passé, a-t-il dit et déclaré au cours de cette émission. Dieu est l'auteur de tout. Il approuve toute action visant à enraciner la paix lorsqu'il opinait au sujet de cette volonté de certains citoyens de vouloir voir un rapprochement entre Sébastien Germain-Ajavon et Patrice Talon. Il croit en la rencontre de Talon et Ajavon, en la rencontre entre Patrice Talon et Sébastien Germain-Ajavon. Pour lui, en tant que croyant, rien n'est impossible sous nos cieux. S'il y a quelque chose à faire, nous allons y contribuer, nous a déclaré Valère Tchobo au cours de cette émission. On n'est pas des ennemis, on ne le sera jamais. Nos chemins politiques se sont divisés, a-t-il déclaré, argumentant un peu la situation que traverse ces derniers jours Valentin Agassou-Djenontin, qui a été ancien ministre, sous le régime du président Boni Yayi. Il a émis au cours de cette émission le souhait qu'une bonne harmonie réside entre Patrice Talon et Thomas Boni Yayi, ceci pour le bonheur et le développement harmonieux de ce pays. Pour lui, de telles rencontres sont utiles à la nation. Il est très heureux de la sortie de détention du fils de Valentin Agassou-Djenontin et il a largement argumenté dans ce sens. Il a exprimé toute sa gratitude à l'égard de ceux de droit. Il invite au respect des textes et des lois de la République. C'est une invite qu'il a lancée à l'égard de toute la classe politique, opposition comme mouvance. Parlant ensuite de l'impact de la vaccination, c'est-à-dire des enjeux de la campagne de vaccination accélérée qui a été lancée par le gouvernement. Pour lui, il a
accepté, avoué en toute humilité, qu'il ne voit pas encore les parlementaires jouer le rôle qui est les siens dans la vaccination, dans cette campagne de vaccination. Le député est le premier leader politique de sa région, nous a-t-il déclaré. Si nous aimons nos populations, nos militants, si nous voulons que nos militants aient la vie sauve, alors il est nécessaire que les députés à divers niveaux puissent contribuer à ce que bon nombre de militants, bon nombre de citoyens puissent se faire vacciner contre la COVID-19. Et lui, en tant que député élu de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Savalou, Dassa et Bonté, il a pris ce jour sur l'engagement de sensibiliser les populations de la 9e circonscription électorale avec tous les moyens disponibles qui se présentent, à sa disposition. Il a invité par ailleurs ses collègues députés à des actions concertées contre la COVID-19. Il a partagé avec nous des témoignages émouvants sur l'intérêt de la vaccination. Parlons de l'impact du microcrédit à la FIA dans le département des collines. Il a fait savoir que les collines ont été impactées, mais cela n'a pas été à la hauteur des espérances. Il remercie néanmoins le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, et surtout la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, pour son abnégation et tous les sacrifices menés en vue quand même que les populations des collines puissent jouir de ce programme très ambitieux. Il a fait savoir que 800 millions de francs CFA ont été éjectés dans les communes des collines, et il a fait savoir que en termes de classement, Ouessé vient en tête, Savalou ensuite, après Banté, après Savet, ensuite Glazoué et enfin Dassa. Pour lui, c'est un peu insuffisant et il a lancé un appel à l'endroit de la ministre des Affaires sociales afin que cette année à venir et les années à venir, qu'il y ait plus d'attention pour les populations des collines dont il est le représentant au niveau du Parlement béninois. Parlant un peu du balai des ministres au niveau de l'Assemblée nationale, il va savoir que c'est une prescription constitutionnelle et que le 9 décembre prochain, le budget sera voté. Il a pris part à ces différentes séances d'exposition de budget sectoriel des ministres et il a fait savoir qu'il a fait part également de ces différentes observations, notamment sur le budget, sur l'exécution du budget à venir et également du budget en cours. Il a également effectué des observations en tant que parlementaire. Il nous a édifié au sujet du budget programme au cours de cette émission. En fin d'émission, en sa qualité de président du réseau des TIC et du numérique au niveau du Parlement, il nous a fait savoir qu'ils sont véritablement préoccupés par la qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile. Pour lui, il est impérieux et déjà dès l'année 2022, ce réseau sera véritablement plus actif, un peu plus dans le souci un peu de la qualité des services offerts aux citoyens béninois. Il nous a martelé au cours de cette émission que le Bénin a la présidence du numérique en Afrique. Il a vanté les mérites de la dématérialisation. Il a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président Patrice Talon qui pour lui est un appelé de Dieu lorsqu'il parlait un peu du retour des 26 trésors royaux qui ont été pillés lors de la colonisation. Pour lui, cette action qui a été menée sur le leadership éclairé du président Patrice Talon est une action historique qu'il faut saluer à tous égards. Il a fait savoir au cours de son argumentaire que le code du numérique du Bénin est un label. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tu n'en diras pas plus. Merci à vous, Valère Tchobo. Je rappelle que vous êtes député élu sur la liste du parti politique Union Progressiste à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Savalou, Dassa et Bonté. Merci à vous, chers amis internautes, pour votre fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.